tous les gens qui ont du succès sur cette terre, c'est des gens qui sont spécifiques dans un truc, qui ont un objectif et qui y vont. Je sais plus qui de Apple qui disait ça dans une interview. Il disait, vous devez être... Pour moi, l'e-com, c'est presque le meilleur business. T'apprends le marketing, les opérations, t'apprends à gérer des équipes, les pubs, t'apprends à être un marketeur, t'apprends tellement de skills qu'après, si tu vas dans un autre business, tu peux réappliquer et faire très mal. Au lieu d'investir dans des nouveaux acteurs UGC, 1000, 2000, 3000 euros pour avoir des nouveaux contenus avec ces UGC-là, vous allez simplement dire à vos top créateurs UGC de juste faire un hook et dire... Quand tu débutes, tu veux tout savoir, tu veux tout faire et en fait, t'avances pas. Ton seul focus, ok, c'est déjà trouver un produit. Mais comment je vais faire après pour vendre? Qu'est-ce que je vais faire au niveau légal? Mais vends déjà un produit. J'ai vu 2-3 brands spécifiquement, après j'ai vu des chiffres très très intéressants. C'est-à-dire? Plusieurs millions par mois. Nouveau podcast Master, premier podcast de 2026, on va commencer fort. Aujourd'hui, on a un invité qui était là à nos débuts. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, je sais que vous êtes, selon les statistiques, 85% à avoir regardé tous nos podcasts. Donc c'est énorme, donc on vous remercie. Et Vince... Merde. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler comme tu veux. Vince, Vincent, Gabor, ce que tu veux. Et aujourd'hui, on l'a réinvité parce qu'il est de retour sur Dubaï. Donc salut Vince, pour ceux qui ne te connaissent pas. T'arrives à te représenter rapidement? Yes, bien sûr. Salut les gars, merci encore pour cette invitation. Ça me fait trop plaisir d'être là, de voir tout ce que vous avez créé. Franchement, c'est incroyable. Et moi, je m'appelle Vincent Gabor. Ça fait maintenant depuis 2019 que je fais du e-commerce. Je pense que j'ai fait au total à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai commencé par du pur dropshipping, comme un pirate. Et là maintenant, depuis un an et demi, on va dire qu'on essaye de faire des choses qui sont plus long terme, essayer d'aller travailler plus en profondeur, tout ce qui est marketing, etc., pour avoir des vrais assets à utiliser en fait sur les années à venir. Nice. Et là, du coup, on commence 2026, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce podcast, qui sont motivées par cette année, qui veulent faire leurs meilleurs résultats. Peut-être qu'il y en a des qui débutent, qui veulent réussir. Donc, on va essayer de leur donner des conseils, si ça vous va, pour que ces personnes débutent bien 2026. Donc, je dirais déjà la première chose à faire, c'est peut-être la planification. Comment est-ce qu'on planifie une année en tant que débutant et en tant que propriétaire de marque pour la réussir? On voit si on commence par ça. Et on donne un maximum de value sur cette partie-là. Du coup, moi, perso, ce que je fais la plupart du temps, ça peut paraître un peu symbolique, mais moi, je vais m'acheter un carnet vraiment un carnet papier. Et ensuite de ça, je vais écrire mes objectifs directement sur papier. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu parler dans une conférence d'un auteur canadien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kevin Trudeau, qui explique qu'en fait, dans la main... Gros goat. Dans la main, il y a plus de 10 000 mécanismes qui font que quand tu écris à la main, en fait, ça va relier au cerveau beaucoup mieux que quand tu écris simplement à l'ordinateur. Donc moi, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et pendant 1-2 jours, en fait, je vais vraiment me poser la question sur ce que je veux faire cette année. Après, ça va être quelque chose d'assez global. Je pense que quand on planifie son année, il faut voir vraiment la big picture. Et j'aime bien me poser une question que les stoïciens se posaient à l'époque. C'est pour savoir un peu où est-ce qu'on veut aller. Et la grande question qui se posait, c'est si dans 1 an, jour pour jour, je suis plus là, je meurs. Vincent Gabor, on l'aimait bien, mais il est plus là le 11 janvier 2027. Je sais que je vais mourir à cette date-là. Ok, pendant cette année, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est quoi les actions que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de faire en sorte de ressentir toutes les émotions que j'ai envie de ressentir? Et en fait, c'est dur comme question, parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question, mais c'est une question qui est nécessaire, parce qu'en fait, le temps passe, les jours passent, et si on ne se pose pas ces questions-là, on ne sait pas ce qui est vrai pour nous. Et du coup, je me pose pendant 2 jours, c'est 2 jours d'introspection, et là, je vais planifier vraiment sur le perso, planifier aussi vraiment sur le business, mettre des objectifs clairs sur toute une page. Souvent, ça prend 1-2 pages. Et ensuite de ça, 1 jour après, ce que je vais faire, c'est tout ce que je suis prêt à donner pour atteindre ces objectifs. Et ça, c'est un peu un remix d'une technique que j'avais vue dans le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, exactement. Des top livres pour... C'est ça, ouais. Si vous voulez devenir riche, c'est un des top livres. C'est incroyable. Ce livre, il est incroyable. Et en fait, ce qui est fou, c'est que chaque fois qu'on le relit, ce livre, au niveau auquel on est, on comprend des nouvelles choses. Parce qu'en fait, c'est pas le livre qui change, mais c'est nous qui avons changé. Et des fois, on pourrait se dire, ah, mais c'est une nouvelle édition du livre. Non, c'est juste nous qui avons changé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de relire plein de fois les livres. Et ouais, juste donc... Petit aparté par rapport à ce livre, il y a des parties justement qui ont été enlevées de ce livre tellement elles ont été puissantes. Donc si jamais quelqu'un a retrouvé ces parties-là, qu'il pourra mettre en commentaire. Et nous, si on retrouve de notre côté, on mettra aussi, parce que c'est des parties vraiment très très importantes qui ont été enlevées tellement en fait elles étaient puissantes et
Et c'est en fait l'élite qui voulait enlever ces parties. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de... Le monde dans lequel on vit, on nous apprend beaucoup à aller voir à l'extérieur, de se demander, OK, on se compare aux autres, etc. Mais il y a un côté où ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a. Et ça, c'est un exercice qu'on fait peu parce qu'en fait, on n'est pas éduqué à le faire. Il y a personne, en fait, même à l'école, on nous apprend jamais à nous poser, à avoir... je sais pas, juste se demander comment ça va, qu'est-ce que je veux, etc. On est juste dans un flow constant. Et ce genre d'exercice, en fait, ça nous permet d'avoir une parenthèse de vie. Puis après, chaque fois dans l'année, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, on reprend ça et puis on essaye de recalibrer. Puis ça aide pour tout parce que on peut avoir des propositions, des gens qui nous posent, je sais pas, qui nous proposent une nouvelle opportunité et on peut toujours se poser la question, OK, est-ce que c'est aligné avec où je veux aller ou non? Et puis ça, je pense que ça change tout, quoi. Je pense que c'est la première étape de simplement définir, dresser ses objectifs. C'est comme un taxi, tu veux aller dans une direction, tu vas déjà lui dire où c'est que tu veux. Si tu sais pas, ça va être compliqué en fait de partir. La motivation, ça va être plus dur et tous tes choix, ça va être plus dur. Donc ouais, je te rejoins sur ton premier exercice. Donc noter par papier tes objectifs. Ouais. Je crois que quand tu écris en plus de ça, tu actives les 2 hémisphères du cerveau. Ouais. Parce que tu écris et tu lis en même temps. Je crois que quand tu écris, tu dois utiliser un stylo bleu, non? Ouais, c'est ça, il disait ça. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi. Pourquoi le stylo bleu? Pour ça retient mieux. Ouais, je crois que, je sais pas, il conseille d'écrire avec un stylo bleu. Mais il y a un autre truc qui est super intéressant, et ça, franchement, j'avais jamais vu. Enfin, j'y avais jamais pensé. Mais en fait, écrire, c'est le seul moment où on ne peut pas penser à autre chose. Quand tu écris un truc, tu peux pas penser à un autre truc. Donc en fait, ça veut dire que par exemple, imaginons que tu te poses et tu commences à écrire tes objectifs, tu vas être tellement focus sur ce que tu écris, alors que quand tu lis, tu peux lire toute une page et tu te rappelles même pas de la page parce qu'en fait, tu étais dans tes pensées. Quand tu écris, tu peux pas penser à autre chose que ce que tu écris, et ça change tout le game en fait. Ok. Moi, je fais ça. Et après, chaque jour, je réécris mes objectifs. Waouh. Ça, c'est une technique, je sais pas si c'est Kevin Trudeau aussi. Comme ça, en fait, chaque jour, tu vas venir te rappeler ton objectif, tu le réécris et ça te permet de peut-être corriger, micro-corriger, puis à la fin, changer certains trucs si tu as besoin. Mais chaque jour. Et 5 fois par semaine. Et ça, tu le mets dans ton process dans un carnet. Tous les matins? Tous les matins. En gros, c'est un peu toutes mes étapes, toutes mes parties de vie. Tu vois, ma santé, le business, l'abondance, des aspects peut-être plus libres comme l'abondance ou me sentir vraiment bien, tu vois, et des aspects peut-être dans le business. Et chaque jour, je réécris. C'est super intéressant. Et là, un truc que je fais aussi important, c'est que je fais aussi une liste des top 10 désirs. Et j'ai écrit ces désirs-là. Et en gros, je ressens de la gratitude comme si c'était déjà reçu. C'est ultra puissant. Quand tu ressens de la gratitude, en fait, c'est un des plus puissants sentiments que tu peux recevoir. Et puis après, tu es ouvert à le recevoir, en fait. C'est comme si tu l'avais déjà reçu. Donc, au niveau de la loi de l'attraction, tu vas l'attirer, c'est sûr. Ouais, la gratitude, c'est trop puissant. Et en fait, c'est pour ça, et c'est aussi une question que j'ai par rapport, par exemple, là, tu es en train de me parler de tes routines que tu fais. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes objectifs, tu les aies chaque fois dans ta tête, en fait, pour pas les oublier? Et toi, c'est-à-dire que tu viens positionner ça à quel moment de ta journée, par exemple? Plutôt le soir, plutôt le matin? Avant de commencer le matin, okay. Avant de commencer ma session de travail. Ok. Et ça, tu arrives vraiment à le faire, genre 5 fois par semaine. Et c'est simple. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire les routines, simplement, ayez un tracker de routine, comme on a, un fichier Excel. C'est que simplement, tu notes tes routines les plus importantes, tu te mets avec des amis. Celui qui ne fait pas, il paye. Et simplement, chaque jour, tu fais. Et si tu fais pas, tu auras l'autre qui va dire pourquoi tu n'as pas fait? Vas-y, saisis-toi, sinon tu es exclu. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on fait et c'est puissant. Donc bref, donc là, tu notes les objectifs. Ensuite, tu définis ce qui est le plus important. Tu fais un petit clean. Et après, tu vas venir planifier, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, une chose plus générale, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui veulent se lancer en e-commerce, qui regardent le podcast. Et en vrai, je pense que moi, en tout cas, une des grosses problématiques que j'ai eues au début, c'est que quand tu veux démarrer quelque chose, tu as tendance à vouloir tout faire. C'est-à-dire que tu vois des gens qui font X, tu dis « Ah, c'est là que je dois aller », des gens qui font Y, « Ah, c'est là que je dois aller ». Et en fait, moi, une grande révélation que j'ai eue en 2025, d'ailleurs, cette révélation, je l'ai eue à Bali, c'est vraiment, en fait, la puissance d'avoir du focus et une vision sur ce que je veux faire. Ok, je veux faire ça, mais pourquoi je veux faire ça? Et en fait, tu regardes tous les gens qui ont du succès sur cette terre, tous les gens qui vraiment réussissent à avoir des grands objectifs, c'est des gens qui sont spécifiques dans un truc, qui ont un objectif et qui y vont. Et maintenant, ils sont en train de développer une brand de maillot de bain, je dis n'importe quoi, mais ça va être leur main focus. Et tout d'un coup, il peut y avoir quelqu'un qui vient leur parler de viens faire une collection NFT avec moi parce que tu vas pouvoir lever 2 millions en 2 mois.
ils vont le regarder, ils vont dire « Je suis désolé, mais non, parce que je suis dans mon truc, je suis dans mon focus. » Et ça, c'est, je sais plus qui de Apple qui disait ça dans une interview. Il disait « Vous devez être tellement sur votre chemin que ça doit vous faire mal de refuser des opportunités. » Genre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous l'aimez bien, vous savez que c'est une bête d'idée, un bête de projet, mais vous êtes tellement focus que maintenant vous dites « Je suis désolé, hein, mais je peux pas. » Tu vois ? Et moi, c'est dur parce que moi, en fait, j'ai un peu le syndrome de l'objet brillant. Et en fait, il m'a fallu 2025 pour me dire, OK, là, maintenant, tu veux faire quoi ? Tu as des skills, tu as des compétences, tu as une force de travail, tu veux la mettre où ? Et puis, c'est ça un peu en gros. 100% d'accord. Après, je pense qu'il faut être quand même ouvert s'il y a une opportunité qui peut se présenter, qui peut peut-être être game changer. Ça, c'est Davy Fogarty qui l'avait dit. C'était mon ami Nico qui l'avait raconté une fois, non ? Dans un podcast, je crois qu'on a déjà parlé, que en gros, tu peux être quand même sur un business, mais d'un coup, tu auras peut-être une autre opportunité tellement évidente que peut-être que ça va être le meilleur choix à peut-être aller sur l'autre opportunité. Mais c'est très rare. Et ça, c'est souvent un stade quand tu es déjà avancé dans le business. Parce qu'en fait, si tu n'es pas assez avancé dans le business, tu n'auras pas développé certains skills, tu n'auras pas développé certaines habitudes, programmes mentaux pour pouvoir, même si tu suis sur un autre business, le business, il marche. Tu vois, c'est pas le business qui va te faire, c'est toi, tes schémas mentaux, tes routines, tes skills d'entrepreneur. Donc en fait, il faut faire tes skills sur quelque chose. C'est pour ça que pour moi, l'e-com, c'est presque le meilleur business. Il y a plein d'autres business qui sont bien, mais tu apprends tellement de choses pour faire de l'e-commerce. Tu apprends le marketing, tu apprends les opérations, tu apprends à gérer des équipes, tu apprends les pubs, tu apprends à gérer tout, vraiment. C'est incroyable. C'est une polyvalence. Je pense qu'il n'y a aucun business qui a cette polyvalence. Tu apprends à être un marketeur et en plus, c'est compétitif. Donc en fait, tu apprends tellement de skills qu'après, si tu vas dans un autre business, tu peux réappliquer et faire très mal. Moi, il y a même un gars j'ai rencontré sur une boat party, d'ailleurs, s'il regarde, salutations à lui. Il m'a dit, je suivais tes vidéos et tout, j'ai appris beaucoup sur les créatives et je l'ai appliqué dans mon business. En gros, je ne vais pas dire techniquement toute sa niche, mais il tuait des sortes d'animaux, etc., en business réel, et il faisait des créatives sur Meta, et ce que les autres ne faisaient pas. Et il s'est positionné comme numéro 1. Tu vois, parce qu'en fait, il a appliqué des principes qu'on fait en e-com dans un autre business. Et ça fait très, très mal. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir que oui, c'est bien d'être focus, mais peut-être si tu as un certain niveau, il faut quand même être à l'écoute. Si d'un coup, il y a un truc game changer et que tu sais qu'avec toutes tes compétences, bah, peut-être ça pourrait faire très mal. Ouais, totalement. J'aimerais rajouter un point que, effectivement, quand tu as un certain niveau, au plus tu veux faire quelque chose de grand, au plus ton focus doit être dedans. Parce que si tu commences à accepter plein de propositions, tu acceptes un projet qui, sur le papier, va pas beaucoup te demander du temps ou de l'argent, etc. Mais en fait, ça va créer des pensées tout au long de la journée. Même quand tu vas travailler sur ton business A, tu vas penser à l'opportunité que tu es en train de faire. Ouais. Et dans les pensées, ça prend de l'énergie, ça active ton système nerveux et ça peut devenir chaotique. Donc en fait, c'est très très important de mettre son focus sur une chose, parce que ça a une ou deux choses, et vraiment le faire. Parce que aussi, pour faire des choses très très grandes, ça demande un focus énorme. Donc, c'est ça, pour moi 100%. Et surtout là, je trouve qu'il relève un point trop important, c'est l'énergie. C'est qu'en fait, on est des êtres d'énergie, sans vouloir faire le mec trop spirituel, mais on est quand même des énergies, on a de l'énergie, on n'en a pas, on met son énergie sur des choses. Et en fait, si tu commences à diviser ton énergie en deux, ça va être très compliqué en fait d'avoir du succès dans les deux côtés. Et moi, par exemple, en termes de business, pour moi, il y a un challenge qui est par exemple que quand tu commences à déléguer, c'est-à-dire que quand tu arrives à un niveau où tu veux déléguer pour pouvoir justement expandre ton business, donner l'énergie aux gens pour qu'ils gèrent les tâches comme toi tu les gérais à l'époque, déjà pour moi, c'est un premier challenge. Parce qu'il faut en fait, si ton monteur vidéo, il met pas du cœur dans ses montages, tes vidéos, ça va pas être des bangers. Donc, ça veut dire qu'il faut faire en sorte de réussir à prendre ton énergie, la transmettre aux gens qui travaillent avec toi pour que justement, ils puissent en fait la traduire à travers eux. Et moi, c'est toujours en fait un niveau de business où je challenge un peu, donc j'apprends tous les jours, etc. Parce que dès que tu commences à avoir des équipes, c'est plus seulement ta propre énergie, mais c'est comment tu vas réussir à faire que les autres traduisent ton énergie à travers leur action pour que ton business grandisse. Et pour moi, c'est ça la clé. Et du coup, si tu es focus sur un truc, tu sais que ton énergie, tu la mets là et tu y vas à fond. Et puis après, évidemment, par exemple, l'e-commerce, c'est une niche qui fonctionne. Ça veut dire que c'est un truc qui marche. Maintenant, la personne qui se dit « Ok, je vais me lancer dans la vente de journaux papier et je vais faire en sorte de mettre tout mon focus dans les journaux papier », comme disait Hormozy, vous pouvez être le meilleur entrepreneur du monde, vous vendez à notre époque des journaux papier, vous pouvez avoir les meilleures stratégies marketing, vous ne le ferez pas.
Et vous pouvez avoir un stand de hot dog en face d'un stade de foot, être nul en marketing et avoir beaucoup de succès. Et du coup, c'est un peu cette idée-là où je pense que Ouais, le choix de la bonne opportunité C'est ça. pour faire C'est ton ça. plan. c'est ça. Faut pas non plus être. Et c'est pour ça qu'aussi on apprend aux gens à faire des recherches produits. Parce qu'à travers la recherche produit, on apprend aux gens à analyser une demande et venir se positionner sur quelque chose qui a une trend et qui peut justement être surfé. Mhm. Et pas commencer à dire aux gens, enfin, les gens en fait qui veulent se lancer en e-commerce et qui pensent qu'ils vont lancer le produit qu'ils ont toujours voulu vendre parce que ça colle trop avec leur personnalité. Pour moi, c'est. Mais ça vient du film Le Loup de Wall Street, c'est qui dit vends-moi ce stylo et un bon marketeur peut vendre n'importe quel produit. Ce qui est vrai, tu peux vendre n'importe quoi, mais par contre, ça va être beaucoup plus simple de vendre quelque chose qui a énormément de désir. Ça, on peut difficilement le contrôler que quelque chose qui a peu de désir. Oui, ton stylo, tu vas le vendre, mais est-ce que tu vas pouvoir scaler? Est-ce que tu vas pouvoir devenir riche avec ça? Non. C'est pour ça que le choix du business model, le choix de la niche, le choix du marché est très très important. Et pour moi, c'est toute une question de focus dans un ordre séquentiel. Dans tous les aspects de ta vie, surtout au départ, tu auras un ordre de focus. C'est-à-dire que, admettons, là, tu veux te lancer peut-être dans l'e-commerce. Ton focus, ça va pas être de faire plein de business et tester tous les business en même temps. Ton premier focus, ça va être de trouver, OK, quel est potentiellement le meilleur business? OK, l'e-commerce. OK, au départ, est-ce que je vais me poser toutes les questions possibles? Non, ton focus, ça va être comment est-ce que je peux démarrer l'e-commerce et faire les premiers chiffres pour apprendre. Toi, tu as un focus, et le but, c'est pas de se disperser. Et ça, c'est l'erreur numéro 1, c'est que surtout quand tu débutes, tu as plein de questions. En fait, tu veux tout savoir, tu veux tout faire, et en fait, tu n'avances pas. Alors qu'en fait, ton seul focus, OK, c'est déjà trouver un produit. Et la plupart des débutants vont se poser la question, mais comment je vais faire après pour vendre? Qu'est-ce que je vais faire au niveau légal? Mais vends déjà un produit. Et pour vendre un produit, trouve déjà un produit. C'est ça. Et puis aussi, je trouve qu'il y a une espèce de. En fait, comme une espèce de fausse idée où en fait, les gens, ils vont croire qu'en fait, en e-commerce, c'est genre un dû d'avoir des résultats rapidement. Et en fait, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, si demain, je veux devenir pâtissier, il va falloir que j'apprenne à être pâtissier, la farine, faire les différentes choses pour faire des bons gâteaux. Je vais faire un gâteau, ça va foirer, 2 gâteaux, ça va foirer, 3e gâteau, il va être mangeable. Et puis, en avançant petit à petit, je vais commencer à être un bon pâtissier. Mais la plupart des gens, j'ai l'impression, en fait, ils s'arrêtent genre à la première fois où ils échouent, comme si le e-commerce était un truc, ça doit être inné. Non, le e-commerce, tu commences et tu apprends petit à petit. Tu vas apprendre le marketing, tu vas apprendre les produits, tu vas apprendre comment faire en sorte de run un business. Mais il faut avoir de la patience. Et après, s'il y a du résultat très vite, c'est cool. Mais s'il y a du résultat après 2, 3, 4 mois, ce qui est totalement court pour moi, c'est aussi cool. Parce qu'en vrai, si je veux devenir pâtissier, en Suisse, par exemple, il faut un apprentissage de 3 ans, où pendant 3 ans, je vais me lever tous les matins à 4 heures du mat, aller à la boulangerie, faire mes trucs pour finalement, après 3 ans, qu'on me donne peut-être un petit peu de... C'est plus boulanger, ça, je crois. Pas pâtissier. Ouais, mais c'est pour dire, dans l'idée, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté où il faut juste accepter de rentrer dans un nouveau monde. Et en fait, c'est une nouvelle compétence. Et du coup, je rentre dans cette nouvelle compétence et je vais juste apprendre, quoi. Là, on revient à ce qu'on disait au niveau de la planification. C'est-à-dire, c'est pas planifier, je vais lancer une boutique, c'est planifier cette année, je vais lancer, je vais apprendre jusqu'à que ça marche. Ouais. Et encore en une année, si tu donnais à n'importe qui, il y a 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, quand Internet n'existait pas, ou je ne sais plus combien d'années en arrière, tu disais, écoute, en une année, tu deviens riche, est-ce que tu ferais? Mais je pense que beaucoup de personnes seraient ultra motivées pendant une année. Là, on est arrivé à une époque où c'est que les gens veulent des résultats trop vite, ou ne prennent pas conscience que si tu travailles sur une année, sur un business qui marche, un business model qui marche, et que oui, tu vas perdre du temps, et que oui, tu vas apprendre des compétences, ça va peut-être être dur, que tu devras peut-être moins voir tes amis, que tu vas, je sais pas, peut-être moins sortir, moins vivre, mais que ça peut complètement changer le reste de tes années à venir, des dizaines d'années à venir. Dizaines encore, je suis sympa, je ne peux pas dire des centaines, mais on n'est pas encore à un stade, c'est que les gens vivent longtemps. Bientôt. Mais bientôt, ça vaut la peine. Et les gens, en fait, il faut qu'ils voient ça comme un plan. On avait parlé avec Alex Chain sur avant-dernier podcast d'un business plan. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire. À un niveau avancé, tu fais un business plan, c'est que tu vas regarder le niveau de cette année, on va en parler après. Tes forecasts, qu'est-ce que tu penses faire, qu'est-ce qui pourra arriver. Et à un niveau débutant, tu vas juste te faire un plan. Ok, je vais lancer des boutiques, lancer des produits, lancer des marques jusqu'à que ça prenne. Et pour moi, ça, c'est indispensable. Tu as ton objectif. Tu fais un plan. Et tu sais que tu risques de réussir. Mais tu veux savoir, le gros problème, à mon avis, à notre époque aussi, quand tu démarres, c'est que en fait, tu tombes sur un podcast ou sur une vidéo e-commerce, tu as envie de faire de l'e-commerce,
Et puis du coup, t'essayes, mais pas forcément parce que t'y crois pas trop, tu sais pas trop. Et puis après, 2 mois, tu tombes sur une vidéo sur les agents IA et tu dis, ah ouais, je vais faire une agence IA. Puis après, tu tombes sur un mec qui fait, je sais pas, une agence OFM et tu te dis, ah ouais, c'est ça la nouvelle opportunité. Et en fait, tu passes 1 an à faire 2 mois pas vraiment ça, 2 mois pas vraiment ça, 2 mois pas vraiment ça. 1 an plus tard, t'as rien fait. Tu sais toujours pas ce que tu veux faire, t'es dans le doute et t'as aucune spécialisation. Et pour moi, bah, c'est dommage parce que c'est mieux de se focus sur un truc, y aller à fond, faire à fond et devenir spécialiste dans un domaine plutôt qu'essayer d'être touche à tout, quoi. 100%. Donc ensuite, bah, on vient sur le business plan, comme on l'a dit. Donc on a les objectifs. On fait un plan pour les obtenir. À niveau débutant, bah, comme j'ai dit avant, c'est juste te dire cette année, je vais lancer tant de boutiques, je vais apprendre les trucs les plus importants. Les plus importants, c'est savoir faire des ads, savoir faire un funnel de vente, c'est-à-dire une fiche produit, des upsells derrière, savoir lancer les ads sur une plateforme, par exemple Meta déjà. Utiliser les bons véhicules. Voilà, Donc, il y a une strat d'aujourd'hui qui fonctionne, comme Partnership Ads, etc. C'est important de utiliser les strats de 2026 et pas de il y exactement. a 5 ans. Et y trouver un produit. Donc, trouver plutôt un marché. Donc, en fait, tu sais que tu vas faire ça. Donc, en fait, ton focus, il est sur ça. Tout le reste, tu vas pas apprendre TikTok, tu vas pas apprendre Pinterest si c'est pas dans ton plan. Et dans ton plan, tu sais que si tu continues, tu vas te perfectionner et en fait, tu restes très focus et ça va marcher. Et si ça marche pas avec le premier produit, bah, ça sera peut-être le deuxième produit, le troisième produit. Mais tu sais que toute cette année, tu fais ça. Et après, tu décomposes ton plan en mois. OK, le mois 1. Après, c'est plus difficile quand tu débutes parce que tu n'as pas d'ancienneté. C'est-à-dire que tu n'as pas l'année passée pour te projeter sur cette année. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais Tu peux te projeter sur les concurrents quand même. tu peux te projeter. Voilà, par exemple, dans le school, on a plusieurs personnes, même en 3 mois, ils sont déjà à 15 KD. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable, mais tu peux pas te baser sur ça. Moi, je dirais, tu te bases, OK, personnellement, ce mois 1, je vais essayer de lancer, on va dire, 3 produits. OK, le mois 2, là, je sais que ça ira plus vite, je pourrais en lancer 4, 5. Et encore, là, c'est beaucoup, mais peut-être, pour moi, je pense honnêtement, en 4, 5, 6 produits, même si tu débutes, si tu as les bonnes informations, tu peux déjà trouver un bon produit. Pour déjà moi, faire de l'argent. Pour moi, en 3-4 produits, tu as déjà du résultat. Ouais, tu as déjà des résultats, déjà faire de l'argent. Après, peut-être c'est ça qui va venir te débloquer et te rendre riche. Donc voilà, toi, tu décomposes en mois. OK, c'est que tu sais que tu vas lancer tant. Et après, tu décomposes en semaines. Qu'est-ce que dans ta semaine tu dois faire? Ben, c'est simple. Tu dois faire la recherche produit, tu dois monter les créatifs, tu dois faire le media buy, le site et lancer. OK? Donc en fait, tu vas venir décomposer ta semaine par rapport à ça. Et après, tu sais qu'il y a l'aspect aussi formation qui est important. Donc tu vas mettre du temps pour apprendre. Et tu décomposes tes semaines comme ça. Et tu sais que chaque semaine, boum, ça va être ça, jusqu'à que ça marche. Mais moi, j'aime bien aussi faire un parallèle. Moi, je le fais personnellement dans ma vie. Parce que on a tous des états d'âme, des moments où on est émotionnel, etc. Et en fait, moi, je pense que ça, c'est un des plus grands facteurs d'échec. C'est le truc de se poser trop de questions, de toujours remettre en question, de toujours remettre en doute. Et moi, j'aime bien dire qu'il faut se mettre en mode ChatGPT. C'est-à-dire que t'imagines ChatGPT, t'imagines que ChatGPT rentrerait dans un corps humain et tu te dis, OK, ça serait quoi ces actions sur cette planète pour atteindre les objectifs que je veux? Et simplement, en fait, il se mettrait en action et il ferait les choses pas après pas. Et il ne commencerait pas à tergiverser, à avoir des états d'âme, douter, commencer à se dire non, mais finalement, truc ou machin. Et il irait à fond. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut. C'est que, OK, je me lance en e-commerce. Premier produit, ça ne marche pas. OK, je passe au deuxième. OK, toujours input, output, analyse. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai compris? OK, je fais différemment. Et en fait, au bout d'un moment, c'est obligatoire. Mais quel que soit le business. Ouais. Et après aussi, analyser l'environnement, c'est que t'es. En gros, le schéma que tu dis, c'est très bien. Tu analyses des inputs, tu analyses le process et tu analyses ce qui sort. Et après, tu fais un feedback par rapport à ça. On pourra peut-être mettre un schéma. Et après, tu as aussi l'environnement. C'est-à-dire que tu as beau faire tout ton schéma, les inputs sont bien, le process est bien, mais peut-être à l'environnement, c'est que vendre des glaces au pôle Nord, ça marche pas. Pareil, tu vas peut-être te poser la question sur l'environnement. OK, mais est-ce que si je pourrais vendre des glaces sur une île, ça marcherait mieux? Ah oui, peut-être. Donc, il faut aussi toujours se poser par rapport à l'environnement. C'est clair. Et moi, j'aimerais venir maintenant à la planification donc, pour avancer. Ouais. Donc, les gens qui ont des brands. Alors, comment tu prépares justement cet aspect-là pour cette année? Alors, comment j'ai préparé cet aspect-là? J'ai eu beaucoup de challenges de recrutement pendant toute l'année 2025 où j'ai engagé beaucoup de gens. J'avais une idée préconçue un peu sur le fait que c'est obligatoire de tout créer in-house. Là, je suis en train de remettre un peu en question cette façon de voir les choses. Donc là, actuellement, j'ai engagé un A-player, créatif stratégiste, dans ma team, qui a en fait lui-même
sur le côté son équipe de monteurs à lui. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça m'a enlevé une grande partie de mes coûts fixes parce que, justement, lui, il gère tout ce qui est créatif stratégiste, plus le côté monteur qui pouvait être très time-consuming parce que faire les retours aux monteurs et tout, c'est compliqué. Donc là, le premier objectif Q1, ça va être de stabiliser les chiffres qu'on a actuellement avec ce nouveau setup. Et ensuite de ça, les objectifs, ça va simplement de poser les actions nécessaires pour atteindre, je me suis fixé 5 millions par mois de chiffre d'affaires. Et ça va simplement être à travers les créatives qu'on va réussir à lancer, à travers le marketing chirurgical qu'on va réussir à faire. Et comment, en fait, si ce partenariat avec cette personne fonctionne bien, comment on va passer de générer 20, 30 créa bangers par mois à générer 100, 200 créa bangers par mois. Quand tu dis banger, c'est quoi? C'est winneuse ou... C'est winneuse, c'est ça. C'est des créas où tout d'un coup tu lances et tu vois directement que ton business manager, il est en folie. Tu vois des ROS de 3 à 4. Et tout ça, en fait, moi, comment j'essaye de me positionner pour 2026, c'est que, en fait, j'ai eu un petit down après le Black Friday parce que je me suis rendu compte que faire des scripts, valider les scripts, faire les retours aux monteurs, etc., en fait, c'est super time consuming et surtout, c'est énergivore de fou. Et en fait, pour moi, si j'ai envie de réussir à amener mes marques où je veux qu'elles aillent, il faut absolument que j'arrive à me sortir de tout ce qui est script, vraiment le fait d'écrire le script, retour au monteur, media buying. Et du coup, là, le challenge que j'ai, c'est pouvoir vraiment avoir quelqu'un à qui je vais pouvoir transmettre toutes mes idées. Je vais lui dire, même si on doit se faire des sessions, par exemple, sur Reddit pendant 2-3 heures, on va analyser notre persona, analyser les angles qu'on pourrait faire, mais qu'en fait, je sois vraiment en haut et que lui s'occupe de toute la partie opérationnelle de l'acquisition. Et que moi, je puisse ensuite de ça vraiment me baser sur l'amélioration du produit, potentiellement du B2B. Parce que là, je vais lancer une petite pépite. J'espère que ça va donner de l'inspiration aux gens qui écoutent ce podcast, qui ont des brands. Et de toute façon, ça va aider à rendre le monde meilleur. Donc, de toute façon, je suis très content de partager ça. Mais en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, ok, c'est cool d'avoir des bonnes créas, c'est cool d'avoir toutes les meilleures stratégies du monde, mais la vraie chose qui compte, c'est d'avoir un putain de produit. Si tu as un putain de produit et que les gens ils ont des bons résultats, c'est obligatoire que ça va fonctionner. Et puis après, tout ce qui est marketing, etc., c'est que de se former et d'engager les bonnes personnes. Mais si tu as un bon produit, c'est bon. Et du coup, en fait, les deux produits que j'ai, les deux brands que j'ai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment taffé le produit en 2025 où j'ai vraiment changé toute la formule à l'intérieur des produits pour faire passer, on va dire, un produit qui était correct en marque blanche que tous les dropshippers pouvaient vendre à un produit qui m'appartient avec ma formule, etc. Et comment j'ai développé cette formule? Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà pensé à ça. Mais en fait, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, donc ChatGPT. Je lui ai dit, tu es le prix Nobel en sciences et en création de produits dans telle niche, je veux que tu me crées la formule qui va régler ces problématiques. Et à force de discuter avec lui, il m'a pondu une formule, une deuxième formule, comme si je travaillais avec un laborantin. Ensuite de ça, j'ai passé ce qu'il me disait dans un GPT, ce laborantin qui était expert là-dedans. Bref, à force de faire des allers-retours, j'ai finalement eu une méga bonne formule que j'ai testée. Moi, ce que j'aime bien dire à ChatGPT, c'est chaque fois que je lui pose une question, c'est soit dur, mais juste. Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il te brosse trop dans le sens du poil. Il veut trop te dire ce que tu as envie d'entendre. Et moi, je déteste ça. Moi, je veux, si je fais de la merde, tu me dis je fais de la merde. Des fois même, il fait des fautes. Donc, il faut lui dire fais attention, réponds bien. C'est ça. J'ai vu même un ingénieur de chez Google, il disait sinon, je te mets dans une boîte, une caisse et je t'envoie faire la guerre en Russie. Ouais. Et il répondait vraiment mieux. Ouais. Du coup, c'est ça. C'est ça. Et du coup, il m'a pondu une super formule. J'ai simplement demandé à l'agent de trouver un laboratoire en Chine pour justement qu'il puisse développer ça. Il m'a fait une V1, c'était pas la même chose. Je faisais toujours valider les V1, les V2, les V3, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec, pour les deux brands, pour une brand, toute une gamme vraiment optimisée avec des ingrédients que, franchement, honnêtement, je suis pas sûr qu'un chimiste que j'aurais trouvé en France, gote dans son domaine, ait forcément pensé à tout ça. Parce que tu vois, moi, ça m'a permis aussi d'aller le challenger et de lui dire, OK, je veux un truc premium, un truc qui va me diversifier. Tu vois, on parle souvent en marketing de nouveaux mécanismes. Tu vois, moi, je voulais des ingrédients qui fassent marketing, qui fassent boom dans la tête des gens parce que c'est grâce à ces ingrédients-là aussi qu'on vient se positionner sur des demandes, tu vois. Parce que tout d'un coup, si les gens, je sais pas, ils entendent par-ci, par-là parler d'un ingrédient
et que tout d'un coup, grâce à notre marketing, boum, on arrive avec cet ingrédient au bon moment, comme le shilajit par exemple, bah c'est banger parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à vendre parce que tout le monde a entendu parler un peu du shilajit. Donc, ok, je vais tester. Donc, j'essaye chez qui? Chez ceux qui me balancent la pub en premier. Donc, voilà un peu dans quelle méthodologie j'ai été. Donc, ça a très bien marché parce que franchement, c'est la première fois de ma vie que je fais du e-commerce dans le sens où je reçois vraiment des bons avis. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2019. Ça, regardez en short, s'il vous plaît. Non, c'est vrai parce que non, mais j'ai commencé en 2019 le drop. On va pas se mentir, à un certain moment, moi, mes premiers stores, j'envoyais des fers à lisser, ça me coûtait $5. Je les revendais $29. Malheureusement, le produit, des fois, après 2-3 mois d'utilisation, bah, il pouvait être dysfonctionnel, marcher un peu moins bien. Et puis, simplement, le store, il durait pas forcément plus de 3 à 6 mois parce qu'il faut se faire ses armes, etc. Puis ça fait aussi partie du jeu. Et aussi, les gens, quand ils achètent un fer à lisser à 29 €, à un certain moment, ils n'ont pas non plus trop d'attente et il ne faut pas non plus trop leur donner d'attente. C'est aussi le jeu qui fonctionne comme ça. Mais c'est pour dire que là, après 4-5 ans d'expérience, c'est la première fois, et c'est pas encore parfait, qu'on s'entende, mais c'est la première fois que je suis content parce que je me dis, OK, ce que les gens ils reçoivent, c'est en tout cas le meilleur de ce que je peux donner à l'heure actuelle. OK ? C'est-à-dire que maintenant, si dans 3 mois, je pourrais faire mieux, je le ferai. Et c'est cette énergie-là que j'essaye de donner en fait dans les brands. Tu dis que tu as 2 brands. Pourquoi tu en as 2? C'est la même niche ou? J'ai 2 brands parce qu'il y en a une que j'ai développée principalement avec ma femme. Ok. Et une autre en fait que j'ai lancée. Au début, c'était un challenge. Je voulais lancer une marque en live. Et du coup, j'ai lancé un peu une marque en live où j'ai tout filmé de A à Z. Puis finalement, ça a vraiment, vraiment, vraiment bien pris. J'ai trouvé des angles marketing incroyables. J'ai réussi à me positionner sur un marché qui est valorisé à plusieurs milliards. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, je vais scaler cette marque. J'ai vraiment tout optimisé, en fait. Donc, là, maintenant, c'est 2 brands. US ou? Non, là, actuellement, je suis 100% Europe. Et le but, c'est d'aller prendre... 5 millions par mois, du coup, c'est Europe ou? Non, là, le but, c'est d'aller prendre l'Allemagne. Q1, le but, c'est d'aller prendre l'Allemagne. J'ai un énorme compétiteur. Enfin, j'ai 2 très gros compétiteurs aux US qui sont ultra chauds. Donc, on va dire que gentiment, je mets les US sur le côté pour l'instant. Je préfère aller gentiment prendre des marchés. Et pourquoi pas venir aux US quand j'aurai un marketing vraiment chirurgical, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est là que le game va se faire. Et en fait, c'est là le game va se faire entre les gens qui vont pas faire la transition entre l'IA, ok, c'est cool l'IA, je fais mes résumés avec l'IA, je fais mes recherches marketing avec l'IA, et les gens qui vont se poser 8 heures devant leur Reddit, trouver des phrases, des angles, des machins, et qui vont exploser tous leurs concurrents simplement parce que c'est tellement organique, c'est tellement vrai, ça résonne tellement avec les gens, t'es imbattable. On en parlera après ça, des techniques marketing. On termine juste la planification. Excuse. Non, vas-y, j'allais dire la même chose. Ah, okay. Je me suis égaré un peu. Mais du coup, pour 2026, si tu veux, mon but, c'est de continuer à améliorer ces produits, potentiellement faire venir toute la production en Europe. Là, je viens d'avoir contact avec un laboratoire européen qui a des contacts soit hors France, soit en France, soit même en Chine. Et en fait, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, et c'est pour ça que tu parlais d'énergie et que je trouve vraiment intéressant, c'est que, en fait, j'ai l'impression que dans la vie, quand tu as envie de faire un truc, au début, ça peut te sembler super chaud à faire, impossible et tout. Mais pour moi, si tu es vraiment sincère et que tu fais vraiment de ton mieux et que tu vas dans cette direction, eh ben, tu sais pas comment, tu vas faire des choix qui vont t'amener des gens, des opportunités, des contacts qui vont faire que tout d'un coup, en fait, le truc, il va se résoudre. Et là, par exemple, tu vois, il y a un labo qui m'est tombé dessus un peu comme ça. J'ai eu un call avec eux. C'est des mecs super sérieux, vraiment carrés, quoi. Tu sens que tu peux vraiment faire des brands avec eux que tu vas pouvoir vendre dans le B2B, aux Galeries Lafayette, etc. Et c'est le but, tu vois. Si on crée des brands, si on travaille 12 heures par jour, c'est aussi pour ça. Et du coup, je me suis dit, c'est incroyable. Et du coup, je suis en train de voir avec eux maintenant, au niveau des MOQ, comment ça se passe. Parce que tu vois, la Chine, ils produisent super vite. Par contre, quand tu fais en France, aussi au niveau du stock, c'est totalement différent. Enfin bref, je suis en train de voir avec eux aussi au niveau des formulations. Mais mon but pour 2026, ça serait potentiellement faire une transition avec eux pour vraiment avoir un truc solide de chez solide. Parce que tu vois, la Chine, c'est bien. Moi, je fais confiance à l'équipe avec qui je travaille. J'ai eu tous les documents qu'il faut, tout ce qui est MSDS, toutes les preuves que tout est vraiment aux normes et carré, mais ça reste la Chine. C'est-à-dire que la Chine, c'est très bien, mais tu sais jamais si tout d'un coup, ils font un petit arrangement entre eux. Et moi, mon but, c'est de constamment m'améliorer. Donc, l'idée, ça serait vraiment de potentiellement mettre la production en Europe ou passer tout avec un laboratoire qui peut gérer la production en Chine, mais avec des laboratoires ultra validés, etc. Et du coup, tu as dit que ton produit, tu l'as retravaillé. Ouais. Est-ce que c'est un produit consommable? Est-ce que tu as un abonnement? Est-ce que ça te change aussi le business ou... Ouais, sur les deux, c'est des produits consommables. Okay. T'as beaucoup d'abonnements? Sur un, j'ai mis l'abonnement avec Recharge. Franchement, j'ai pas mal de churn. Okay. Je me suis pas encore bien digué
on va dire, tout le concept d'abonnement, etc. En vrai, tu peux diguer ce que tu veux, mais quand le produit, la personne a besoin de recommander, c'est là que t'as pas 100%. besoin de... Enfin, c'est mathématique. C'est ça. C'est mathématique 100%. Après, des fois, j'ai l'impression que quand les gens aiment bien ton produit, ils vont aussi revenir sur ton site pour racheter. Donc, des fois, dans la conversion, parce que ce qui est compliqué des fois avec l'abonnement, je trouve, c'est quand tu veux booster ton AOV et puis vraiment avoir un haut AOV, des fois, c'est chaud de faire en sorte que les gens s'abonnent quand ils ont acheté 6 unités, tu vois. Et par exemple, tu mets un abonnement par mois ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Puis en fait, dans la tête du consommateur, ça commence à mettre des doutes ou des calculs. Ok, attends, j'ai pris 6 unités, mais du coup, c'est tous les 60 jours qu'il faut que je sois livré. Donc en fait, ça va mettre des points de friction. Donc là, je suis en train de réfléchir à créer une stratégie vraiment acquisition et une stratégie full abonnement, où maintenant, en fait, tu as un funnel abonnement, où là, tu vas vraiment faire une stratégie pour les abos et une stratégie full acquisition, et puis tu restes avec tes gros bundles, des trucs qui font découvrir en fait le produit aux gens et qui donnent envie d'acheter. Je sais pas, vous, qu'est-ce que c'est vos c'est la même chose. C'est la même chose là sur une brand, la brand principale que je mets mon focus. J'avais le même puzzle. En gros, j'ai pas mal de produits à disposition. C'est les mêmes, mais c'est juste des choix différents à chaque fois. Et je me dis, en fait, quand une personne s'abonne, je veux pas qu'elle reçoive toujours le même. Donc, en fait, elle s'abonne et ensuite, elle a le choix de modifier son abonnement et de modifier le produit. Donc, je suis en train de beaucoup bosser aussi sur le système d'abonnement parce qu'en fait, ça change tout. Ouais. Quand tu présentes à un racheteur, si tu as tant d'acheteurs réguliers, récurrents, ton business, la value, elle est skyrocket. Donc, De fou. Moi, justement, c'est la transition qu'on est en train de faire. En fait, nous, on est resté sur un système qui est assez agressif. C'est-à-dire que tu veux amortir ton CPA, donc automatiquement, tu vas vendre plus de produits, tu vas faire une offre pour amortir ton CPA et être bien rentable. Mais quand tu construis une brand, surtout comme nous, on en a une, par exemple, là, qui a sa 2e année et qu'il faut passer la 2e année, tu as les CPA qui montent et il te faut de la LTV, il te faut du recurring. Donc là, justement, on va passer plus sur une stratégie où c'est qu'on vend moins d'unités vendues, mais on acquérit plus de clients. Et derrière, en fait, si tu vends moins d'unités vendues, tu peux mettre la perception plus élevée. Okay, c'est-à-dire, à la place de vendre peut-être un pack de 10, là, tu vas vendre un pack de 3. C'est que tu vas venir mettre un prix onshore où c'est que tu en achètes un à 34 ou tu en achètes 3 à 39, par exemple. Tu vois, un deal no-brainer. Dans sa tête, il va dire, ça vaut 34. Là, j'en ai eu 3 pour, je sais pas, 39. Du coup, il n'en a que 3. Et après, dans sa tête, ça va rester comme il a fait une bonne affaire. Ouais. Et après, tu vas pouvoir y vendre. Ok, là, écoute, tu vas avoir un abonnement encore mieux, peut-être. Tu vois. Ouais. Donc, il faut peut-être accepter d'avoir. Là, j'ai mis vraiment une offre très agressive, mais tu vas avoir une offre un peu moins agressive, mais très agressive dans ton funnel. Ouais. C'est ce que je veux dire. Super intéressant. C'est que tu vas venir récupérer après dans ton OTO 1. OTO 1, là, c'est un abonnement. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement. Ça marche OK. On convertit à 7%. C'est que là, ils prennent un abonnement. Et c'est là quand tu as vraiment la rentabilité. Après, c'est juste que tu as moins de cash flow parce que, à l'instant T, parce qu'il faudra attendre que l'abonnement vienne. Ça, c'est un énorme hack. Parce que le prix est encore là pour attraper les personnes avec un prix plus bas. Si tu as un produit où tu peux faire un sample, fais-le. Parce que tu fais un sample vraiment à un prix très, 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 très bas. La personne, elle reçoit le produit, elle est satisfaite, elle voit que c'est qualitatif. Elle l'utilise, peut-être même elle montre à des amis. Tu lui donnes un QR code avec une promotion, elle va racheter, ton AOV il augmente. Mais il faut un bon produit, comme tu l'as dit au début, et c'est une strat qu'on fait. Ouais. Donc 100%. Et un truc qu'on a discuté hier avec un ami, il m'a dit qu'une strat qui est très puissante aussi, c'est que tu regardes tout ce qui se fait sur Internet en infoproduits, par rapport à ta niche, et toi, ce que tu vas venir vendre en OTO 1 aussi, c'est un prix vraiment très très bon. C'est la formation. Tu vois, par exemple, admettons que ton produit, c'est, je sais pas, dans la niche sans perte de poids. Ok, tu vends un produit perte de poids, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, un supplément perte de poids. Ok. Ouais. Ton OTO 1, ça va être la top formation pour perte de poids. Je sais pas, que les gens vendent à 189. Toi, tu la vends à 49. Tu vois, ça va être no-brainer parce que pour lui, ça va mettre sens. S'il veut perdre du poids, il y a ça. Il est aware que, tu vois, c'est prouvé que cette formation, il marche. Et là, tu vas pouvoir aussi décupler ton bénéfice, ton profit et même amortir ton CPA. Tu vois, si tu mets la formation à, je sais pas, à 89, tu as vendu ton premier produit à 29, et tu vas amortir ton CPA. Toi, tu peux vite convertir sur Shopify à 10% et sur Checkout Funelish à beaucoup plus. Ouais, j'ai vu 2-3 brands perte de poids pour femmes spécifiquement après un certain âge. J'ai vu beaucoup de monde. Enfin, j'ai vu des chiffres très très intéressants. Ensuite, avec le récurrent, plusieurs millions par mois. Quoi. Ouais, le funnel est très très important en 2026.
Parce que l'acquisition est venue très, très compétitive. Ça veut dire qu'il faut que ton offre soit vraiment banger pour sortir. Donc, bien sûr, ça vend beaucoup mieux quand tu vends pas cher, quand il y a moins de friction à l'achat. Puis après, ça va être beaucoup plus simple de vendre en upsell quand il a déjà acheté, parce qu'il a déjà confiance. Donc, c'est pour ça qu'on change un peu notre funnel. Mais du coup, là, on a moins de rentabilité front-end. Mais par contre, on a plus de LTV. On a déjà beaucoup plus de repeat. Mais un point important aussi, on parle pas beaucoup de ça en e-commerce, mais ça reste pour moi le bouche à oreille. Pour moi, le bouche à oreille, ça reste quand même quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. Et ça, Une niche, je sais que ça marche pas. C'est pour tout ce qui est produit auditif. Ah ouais, bon, ça. Malheureusement, eux, ils sont foutus. Non, ça marche si tout le monde achète. Mais du coup, dans l'idée, c'est quand même ça. Et ça revient au fait d'avoir un bon produit. C'est ce truc que si maintenant, une personne qui achète, elle parle à sa pote, qui parle à son pote, qui parle à X, qui parle à Y, ta marque, elle va exploser. Et surtout, si tu sais un produit qui est récurrent, tu as la possibilité de faire un kit de découverte ou juste sample. Ah, tu peux faire sa strat. Ouais. Donc c'est la strat que je focus. Petite pause, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, Nico part aux toilettes. Donc on va partager une value, vas-y, pendant la pause. Comme ça, les gens, ils ont une petite pause lucrative. On pourrait couper au montage. On fait un entracte. On fait un entracte value. Truc que tu as appris cette semaine que tu n'as pas envie que Nico il sache. Ok, moi, j'ai une value de fou à donner là. Et c'est une IA que j'utilise. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de fou avant de vous donner l'IA. C'est que vite, hein, Nico, il va revenir. Ok. Alors, c'est vrai que depuis qu'on est jeune, on voit des publicités à la télé, etc., où il y a des musiques et des chansons. Par exemple, MMA, zéro blabla, zéro tracas, ou bien des pubs où il y a de la musique, etc. Et là, ce que j'ai testé dernièrement sur les deux brands, c'est de créer une chanson avec un script optimisé pour la brand qui, justement, fait juste un son incroyable. Et pour ce faire, il y a une IA incroyable qui s'appelle Suno. Et en fait, vous allez sur Suno, simplement vous demandez à ChatGPT de vous faire un script de chanson dans un certain style. Par exemple, je sais pas, si vous êtes sur le marché US, vous demandez un style on va dire un type de texte style Beyoncé en mettant en avant votre problématique. Et ensuite de ça, simplement dans Suno, vous allez pouvoir donner certaines. Je peux pas continuer. Top, merci pour la valeur. Plaisir. En gros, pour la planification, je vais faire un petit résumé, comme ça on ferme la boucle. Faire un business plan, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le business plan plutôt marketing et le business plan plutôt operating. C'est-à-dire c'est plutôt un forecast. Et ça, c'est très important selon les niveaux que les gens sont. Je sais qu'on a des bons niveaux pour qu'ils maîtrisent leurs chiffres. Parce que s'ils veulent une croissance, il va falloir déjà estimer, OK, ça va être quoi cette croissance? Basé sur la data, OK, par rapport à l'année passée, on sait qu'il y a un pic au mois de novembre, décembre, enfin un gros pic. Ok, ça on sait qu'il y aura un pic. Après, on va faire un forecast, on fait de toute l'année. Quel bénéfice, quel chiffre d'affaires on pense faire. Ok, là on va lancer de nouveaux produits. Là, il y aura ci, il y aura ça. Ok, on estime une croissance. Et après, on va essayer de suivre ce plan-là et de le matcher au maximum. Ça va nous permettre aussi d'anticiper au niveau des stocks. Ok, on veut faire 5 millions, mais combien il faut faire de stocks là? C'est-à-dire que là, il faut sortir tant d'argent. Il faut sortir tant d'argent ce mois-là pour faire tant d'argent là. En fait, tu vas venir comme ça anticiper tous les mois au niveau chiffre. Tu sais que tu veux faire tant, tu sais que tu veux faire TikTok Shop, mais il te faut une équipe TikTok Shop, il faut recruter. Donc tu sais que tu vas pas recruter à l'instant T, il faut anticiper. En fait, c'est comme un roi qui prépare sa guerre, tu dois préparer ton plan pour gagner la guerre. Et ce plan-là, il se gagne pas le jour même, il se gagne à l'avance. Donc plus tu fais de l'argent, plus il faut être stratégique et préparer ton année. Et après, le plan marketing, tu vas venir dresser un plan marketing sur l'année. C'est que là, tu vas mettre les différentes occasions. Quand c'est que les gens achètent, par rapport à ta niche aussi, est-ce que tu vas pouvoir utiliser des événements pour promouvoir, je sais pas, par exemple le Super Bowl aux États-Unis? Est-ce que tu vas pouvoir utiliser ça pour faire des lancements de produits? Si c'était une niche de sport, par exemple. Donc, tu vas venir réfléchir au niveau marketing, stratégiquement, qu'est-ce qui sera le plus pertinent? Et après, planifier ça. Peut-être ouvrir des nouveaux canaux, ouvrir des nouveaux produits. En fait, tout ce qui va être à levier, pour moi, c'est nouveaux canaux, nouveaux produits, nouveaux marchés. Et avec ça, après, nouveau marché, c'est vraiment si tu as déjà des process bien établis. C'est pas si tu fais 100K, 200K par mois. C'est ok, tu fais 500K minimum, tu as déjà rodé, tu as déjà des angles, tu sais déjà que si tu vas venir dupliquer, ça va marcher. Tu n'es pas encore en phase de test. Et tu as déjà un funnel optimisé. Et après, tu planifies marketingement ton année. Et après, tu vas venir matcher ça avec l'opération. Et tu fais un OKR sur un outil comme Asana ou ClickUp. C'est que là, tu vas venir assigner toutes les tâches aux équipes.
Parce qu'en fait, c'est bien beau de faire un plan. Maintenant, moi, je passe moins de temps à planifier et plus de temps à exécuter. Avant, j'étais un peu comme ceux qui aiment tout bien planifier et après, ça se passe pas comme prévu. Maintenant, non. Maintenant, je planifie plus simple. Je fais des trucs plus simples, moins de choses planifiées peut-être. Mais c'est que vraiment, je veux que ça se passe bien. Et donc, on fait sous forme de OKR. Donc, OKR, je pense que la plupart des gens connaissent. C'est une méthode développée par Google. C'est que tu pars d'un objectif. Tu fais des résultats clés pour obtenir cet objectif. Ok, par exemple, je veux faire 5 millions par mois. Eh ben, est-ce que je vais pouvoir le faire avec un seul produit? Si oui, je vais devoir être très pointu en marketing. Je dois peut-être avoir Meta, peut-être 2 canaux pour faire. Et tu fais des résultats clés, puis ensuite des actions pour obtenir ces résultats clés. Et tu assignes à, idéalement, une personne. C'est-à-dire qu'il y a ça va pas être toi qui va devoir faire tous les résultats clés, tous les objectifs. Il va falloir déléguer ça. Et en gros, Google, ce qu'il faisait, c'est qu'il déléguait chaque partie, ok, par la partie produit, il y aura ce résultat clé, enfin cet objectif qu'il faut faire, donc tu es responsable des résultats clés. Ensuite, c'est assigné à tel membre qui va venir faire tel résultat pour obtenir le résultat clé. Donc en gros, ouais, c'est ça au niveau de l'année, c'est faire une planification de ce style-là, mais de rester très simple et surtout en fait d'avoir une direction en termes de chiffres et en termes de ce qu'on va ouvrir et de faire une priorisation. C'est surtout ça. Tu vois, nous, on sait que là, on a une phase, c'est qu'on doit recruter avant de pousser le reste. Sinon, ça va pas être logique. Donc là, on recrute, on pousse. Après, on va pouvoir ouvrir des nouveaux canaux. Après, on va pouvoir ouvrir TikTok Shop, etc. Mais il faut l'équipe avant. Donc en fait, c'est ton rôle de CEO pour moi. Planifier stratégiquement ton année. Comment tu veux gagner la guerre. Ouais, 100% d'accord. Et c'est quelque chose que très peu font. Et si tu fais ça, je pense que tu passes directement dans le niveau 1, top 0,1%. Parce qu'en fait, les gens subissent. En fait, Ouais, on subit. exactement. On subit. Toute l'année, on subit. Et Surtout que si tu fais pas ça, en fait, c'est compliqué d'avoir des bonnes personnes, compliqué d'avoir des A-players qui veulent bosser pour toi. Parce qu'ils veulent bosser pour une personne qui sait où elle va aller. Et si t'as pas ça, tu peux pas avoir une personne compétente. Là, justement, j'ai une A-playeuse qui gère la content C'est la première fois que j'entends ce créateur. terme. A-playeuse. C'est beau. Et genre vraiment, je pense qu'elle aurait jamais bossé si elle aurait pas vu, parce que j'ai fait une vidéo que j'ai fait ensuite du LinkedIn Ads, Ouais. et j'ai partagé la vision que j'ai, tu vois, Ouais. de la brand. Si on n'aurait pas vu ça, si on n'aurait pas vu le feu que j'ai dans cette vidéo et dans la vision que j'ai, elle aurait jamais en fait bossé pour moi. Et c'est ultra important, 100% ce que tu as dit, surtout aussi pour attirer les bonnes personnes. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est quelque chose qui peut être un challenge aussi, parce que en fait, tu as besoin de mettre les bonnes personnes en place pour avoir le temps de t'extraire du business et de pouvoir avoir une vision. Mais en fait, quand tu es au début, tu dois réussir à gérer ton business et en même temps d'avoir la vision. Et c'est-à-dire que des fois, c'est un challenge, parce que c'est vrai que quand tu te réveilles le matin et que tu as déjà 10-15 tâches, parce que tu dois gérer ça, puis après, tu as toutes les tâches qui arrivent dans la journée, pour réussir à s'extraire et vraiment avoir une vision, il faut vraiment créer des process dans sa journée. Il faut prioriser. Par exemple, je trouve, moi, je parle souvent avec un ami à moi qui est à Bali, qui est musulman, qui fait 5 prières par jour. Et en fait, si tu veux, c'est 5 fois dans la journée où il a, entre guillemets, rendez-vous avec lui-même, il se pose, il passe son temps à remercier, à avoir de la gratitude, à demander à tout ce qu'il fait pendant sa prière. Mais c'est 5 fois dans la journée où, tout d'un coup, boum, il se réaligne, il se repose. Et j'adore, en fait, cette façon de voir les choses, parce que moi, je me rends compte des fois que mes journées, elles passent. Alors peut-être au début, ma petite routine matinale, elle est sympa, elle dure les 30-40 minutes. Mais après, ma journée, des fois, elle passe jusqu'à 23h et je vais me coucher. Et il n'y a aucun moment dans ma journée où je me suis reposé, je me suis dit, OK, là, qu'est-ce que j'ai fait? OK, est-ce que là, c'est toujours aligné? Est-ce que là, j'ai une bonne vision? Est-ce que là, j'ai bien guidé les gens par rapport à ma vision, etc. Et là, pour 2026, si on parle de choses que je veux mettre en place, c'est vraiment ces moments, tu vois. Ces moments de 3-4 fois par jour, quoi qu'il arrive, j'ai une alarme qui sonne. Et je sais que même si je suis en train de péter un câble parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas comme j'ai envie, boum, je me retrouve avec moi-même et je fais le point, tu vois. Et c'est comme une pause que tu mets sur la réalité, tu vois. C'est-à-dire ça, c'est une stratégie que tu mets en place pour être sûr de sortir la tête du guidon. C'est ça. Et de réfléchir au niveau stratégie. Donc, c'est une stratégie que tu mets en place. C'est ça, c'est une stratégie que je veux mettre en place en voyant à quel point mes journées me filent entre les doigts, en fait. Ouais. Donc ça, c'est toutes des routines. On va en parler, mais les routines, pour moi, elles sont indispensables pour atteindre ton objectif aussi. Ah, c'est clair. Ah non, mais c'est ça. En fait, nous, on parle souvent de chiffre d'affaires, de résultats. Mais en fait, le chiffre d'affaires et le résultat, il est inévitable si tu mets les bons éléments en place avant. C'est-à-dire que quelqu'un, on va dire, qui fait, je sais pas, 100 millions par année, tu vas vers lui et tu lui dis, OK, je veux faire 5 millions par mois. Bah, il va juste te regarder, il va te demander, il va dire, OK, tu fais quoi?
Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes actions, etc. Comme un coach de fitness, il va te dire, OK, tu veux être stock, tu veux être musclé, tu veux être sec. OK, tu fais quoi? Tu manges quoi? Tu bois quoi? Tu prends quoi? Tu vas combien de fois au sport? Et si tu manges bien, tu vas au sport, etc., tous les jours, tu te mets en mode ChatGPT, dans un an, t'es stock, quoi. Enfin, il n'y a, y a pas de secret, en fait. Donc, La routine, l'effet composé, très très important. Moi, ce que j'aime bien à la fin de chaque année, c'est réfléchir à mes programmes. Quel programme interne je devrais peut-être changer pour atteindre ça? Parce que souvent, en fait, on continue à grandir avec les mêmes programmes. Tu vois, on agit toujours pareil, on a un peu les mêmes routines, mais on veut aller là. Alors qu'en fait, souvent, des fois, c'est pas juste continuer à faire ce qu'on fait, c'est juste peut-être faire des nouvelles choses. C'est pas ce qui t'a permis d'arriver là qui va forcément te permettre d'arriver là. Donc il faut constamment se remettre en question, et à la fin de l'année, je pense que c'est bien. Moi, je me suis remis en question, je dis ok, là je vais arriver là. Déjà, qu'est-ce que je devrais changer? Et c'est là que tu vois, ok, peut-être mon équipe, elle va pas tenir la route. Ok, peut-être niveau interne là, j'apprends de moins en moins, peut-être je devrais apprendre beaucoup plus. Il y a des choses que je sais pas, donc il faut que je les apprenne. Donc peut-être que là, à la place de travailler 10 heures par jour, je vais peut-être en travailler 8 et apprendre 2. Tu vois, c'est des réflexions que je me suis dit. Je dois apprendre beaucoup plus. Peut-être je dois faire beaucoup plus de calls. Peut-être je dois être beaucoup plus présent dans les groupes. Qu'est-ce qui pourrait avoir du levier à mon niveau? C'est peut-être apprendre juste une info et l'appliquer. Donc ça, c'est ça que je suis en train de changer. Toi, là, depuis le début de cette année, j'ai fait beaucoup plus de calls que d'habitude. Mais des calls avec des experts. Donc en fait, je fais beaucoup de calls avec des experts et j'apprends tous les nouveaux trucs et je sens que c'est la bonne chose à faire. Et ça, c'est un truc que je m'étais mis. Ok, moi, en 2026, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre beaucoup plus de calls. Je vais peut-être prendre plus de temps aussi pour moi, pour prendre de la hauteur. Pas juste charbonner. Donc je pense que c'est tous ces processus internes qu'il faut aussi réviser et planifier dans cette année et après le mettre dans des routines. Lire aussi. Par exemple, lire. Je sais que lire, c'était important. Et l'année passée, honnêtement, je n'avais pas mis dans la tracking list. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas peut-être si important pour l'e-commerce. Mais en fait, j'ai remarqué que quand tu lis, ça donne plein d'idées aussi. Ça met ton cerveau comme un mode apprentissage. Tu as des idées, tu résous des trucs, tu maps. Donc là, moi, je lis. Là, j'ai rajouté lecture dans la semaine. Après, idéalement, quelque chose qui m'aide dans le business, pas un roman. Ouais, bien sûr. Ouais, lecture. Savoir, lecture quoi, business qui peut m'aider cette année. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est le calme. Parce que notre cerveau, en fait, il n'est pas fait pour... Peut-être de base, vraiment, notre système nerveux, on vient de... Pas d'écran, rien. On vient de la campagne, etc. Et ça fait juste 25 ans environ qu'il y a Internet, qu'il y a le téléphone. Et vraiment, notre système nerveux, il est de base pas fait pour toutes ces interactions, cette lumière bleue constamment, ce stress, etc. Et cette année, vraiment, un exercice que je vais faire de plus en plus, que j'ai déjà fait plusieurs fois, plusieurs fois cette année, c'est rien faire pendant 45 minutes, 1 heure. Et au bout de 30 minutes, 40 minutes, ton cerveau, il commence à avoir des idées de malade. Et même si on regarde la définition du mot génie, c'est quelque chose qui est en rapport avec ça, avec le cerveau qui rentre justement dans son état au max. Vraiment, faites l'expérience pendant 30 minutes, 40 minutes. Là, c'est parfait en début d'année. Posez-vous, soyez calme et vous allez trouver des idées qui vont vous faire avancer sur les puzzles que vous avez, les challenges que vous avez. Et si vous voulez, vous pouvez aussi avoir, quand vous faites ces pensées-là, de y mettre une intention. Ça veut dire, ok, j'ai ce challenge en ce moment, je vais me poser 30-40 minutes pour y réfléchir. Et je te garantis que tu trouves des idées que même ChatGPT, en fait, te trouve pas. Et j'ai trouvé des idées de malade pour ma brand cette année en faisant ça. En faisant quoi comme exercice de silence? Justement, simplement, c'est compliqué en fait, parce que notre cerveau, il se dit mais pourquoi tu fais ça? Ok, t'es là. Et c'est important pour le cerveau aussi en fait, si vous faites cet exercice, il faut être à un endroit calme et un autre endroit que vous faites vos routines d'habituel. Parce que si tu le fais où tu travailles d'habitude, ton cerveau, il est en mode ok, boss, deep work, ok, je dois faire ça. Et si tu vas dehors dans un banc, enfin sur un banc, tu mets ta réduction de bruit, etc. Ton cerveau, il est dans un nouvel environnement, donc c'est un nouveau schéma. Et tu vas faire cet exercice et tu vas penser à ton année, soit une intention, soit autre, et vraiment tu trouves des idées de génie. Donc ça, c'est banger. Parce que de base, on est fait pour pas avoir toutes ces stimulations et c'est vraiment banger. Ça, c'est banger. Et pour rebondir, moi, il y a un livre que j'ai lu en 2025 qui m'a explosé le cerveau qui s'appelle Master Key of Success.
En français, c'est La clé de la maîtrise du succès de Charles F. Hannell. Et en fait, c'est un livre vraiment qui est vraiment exceptionnel. Il a été écrit en genre 1920, donc il est un peu écrit à l'ancienne. Mais Mastery, ça s'appelle ou... non, Master Key of Success, ça s'appelle. Et genre vraiment, il est ouf. Et en fait, à l'intérieur, il y a des exercices pour muscler son esprit. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est dans la génération fitness, génération, OK, on va à la salle 3-4 fois par semaine, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit sain et tout. Par contre, il n'y a personne, en fait, qui nous apprend à muscler notre intérieur. On se muscle l'extérieur, mais pas l'intérieur. Et en fait, par exemple, moins, beaucoup moins. Et là, ça commence, je pense. C'est ça. Et du coup, dans ce livre, par exemple, il y a des exercices super intéressants qui sont de se poser dans une pièce, comme tu disais, et par exemple, de regarder une photographie pendant genre, 10 minutes, et tu focalises sur tous les détails de la photo, et ensuite, tu fermes les yeux, et tu dois réimaginer toute la photo. Toute la photo, tu dois te la rappeler sans rouvrir les yeux. Et en fait, ça va te pousser à améliorer en fait ta capacité d'imagination et ta capacité simplement en fait d'avoir ton esprit qui arrive à se focus sur des trucs. Et en fait, rien que tu fais ça pendant 15 minutes par jour sur un an plus tard, tu peux presque être là et imaginer une pomme qui est posée par exemple sur ce fauteuil et vraiment la voir. Et ça veut dire qu'en termes de visualisation, de création de réalité, si tu veux un objectif dans ta tête et que tu le visualises comme ça et que tu arrives à vraiment tous les détails les mettre en place, ressentir les émotions, ressentir le vent sur ton visage quand tu marches dans ta villa au bord de la mer et que tu le ressens profondément, bah c'est quelque chose que tu vas attirer beaucoup plus vite. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et qu'il faut faire par soi-même. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'aimerais mettre en place, c'est des exercices intérieurs. Moi, je suis chaud à les mettre en place. Tu veux, on se challenge, on fait une liste et on les met en place. Ok. D'ailleurs, j'ai aussi l'appareil pour le neurofeedback qui est très bien aussi. Ça marche comment ça? Je voulais te demander. C'est simplement, ça fait. J'ai pas encore étudié tout ce que ça fait, comment ça le fait, mais en gros, c'est réponse du cerveau. En fait, c'est que ton cerveau va se mettre en telle onde par rapport à l'app. Donc, en fait, tu as une boule et la boule doit monter. Et elle monte seulement si tu actives, le cortex préfrontal. Et du coup, en fait, tu as un neurofeedback parce que dès que ça monte, ton cerveau il sait que c'est OK. Et ton but, c'est que ton cerveau se synchronise de plus en plus pour que ça monte. C'est exceptionnel. Mais alors, c'est quand ça monte, ça veut dire que tu es focus? Il suffit de parler, du coup. Non, quand tu parles, ça active. Non, en fait, là, ça active une zone très précise. Je sais plus justement qu'est-ce que ça différence. active pour que ça monte, mais c'est un truc très précis. Donc, tu vois, en fait, tu peux pas te concentrer. En fait, même si tu te concentres, c'est vraiment inconscient. Oui, mais quand ça monte, ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction? Je crois que c'est parce que tu mets du sang. En gros, que tu actives ton cortex préfrontal ou que tu mets du sang dans cette région-là. Mais le cortex préfrontal, il sert à quoi dans le cerveau? Ok, alors là, j'ai repris les bénéfices. Donc, en gros, d'activer le cortex préfrontal, ça améliore le contrôle de l'attention, ça améliore la planification, la gestion du stress, la prise de décision, l'autorégulation émotionnelle. Donc, en fait, toute ta vie. En fait, ça améliore toutes les parties importantes. Donc, on cherche constamment à augmenter le flux sanguin en oxygénation dans cette zone. Donc, en fait, le fait de t'entraîner, tu vas être beaucoup plus fort en gestion du stress, beaucoup plus fort en régulation émotionnelle, en prise de décision, à améliorer ton attention, donc ton focus, à planifier. Donc, en fait, ça va améliorer ton intelligence. Et ce casque, il t'aide à le faire ou il t'aide à mesurer? Il t'aide à t'entraîner à améliorer ton activation du cortex préfrontal. Donc, du coup, en gros, ça améliore la concentration et le focus, ça réduit le stress ou l'anxiété, ça renforce la régulation émotionnelle et ça peut aider les TDAH et à développer des capacités cognitives généralement supérieures. Ce produit, tu l'as acheté comment, genre? Sur Internet. Je l'ai testé chez un ami. C'est quelqu'un qui te l'a... Ouais, c'est le bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est fou, hein? Parce que le market, il doit vraiment être ultra niché. Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais pour moi, les gens qui font ces exercices intérieurs, et ça passe aussi par la méditation, etc., tu as un avantage, en fait. Parce que rien que tu disais, tu vois, rien que le fait de pouvoir s'extraire de ses émotions et analyser une situation, même dans le business, tu arrives à t'extraire de tes émotions parce que c'est clair, il arrive un truc que tu n'avais pas prévu. Tous les êtres humains, ça les fait chier. Genre, ça me fait chier. Genre, je voulais que ça se passe comme ça se passe pas comme ça. Mais après, la différence entre quelqu'un qui va avoir du succès et quelqu'un qui va pas en avoir, c'est juste sa réaction à ça. Donc, si toi, tu as un entraînement et que tu te dis, j'arrive et tu arrives à réguler toutes tes émotions dans ta vie, mais c'est tout, partout, t'es skyrocket dans tous les domaines. Hein. On arrive quand même à la fin du podcast. Là, c'est le moment, c'est qu'on doit lâcher de la value. Donc, avant, on avait parlé d'un truc marketing qu'on pourra peut-être développer. Qu'est-ce que vous avez à partager comme insight? Ouais, alors moi, perso, je vais partager une petite réflexion que j'ai eue dernièrement et je l'ai testée sur deux périodes. Ça a plutôt bien marché. Et en fait, c'est vraiment
de voir sa stratégie marketing vraiment mois par mois et selon les événements qui se passent dans l'année. Alors ça paraît très bateau ce que je raconte parce que tout le monde se dirait oui, c'est comme ça que je le fais. Mais vraiment dans les faits, c'est par exemple que de faire des calls avec son créatif stratégiste et vraiment se dire ok, là on va être dans le début d'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils sont motivés, ils veulent changer, ils veulent du changement. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est des créas qui vont aller vraiment dans ce sens. Et une façon très très simple de le faire, c'est par exemple au lieu d'investir dans des nouveaux acteurs UGC, etc., et d'investir peut-être 1000, 2000, 3000 euros pour avoir tous des nouveaux, vraiment des nouveaux contenus avec ces UGC-là, vous allez simplement dire à vos top créateurs UGC de juste faire un hook et dire c'est la nouvelle année, moi je suis en mode changement à fond et c'est fou ce qu'ils sont en train de faire cette marque. Là, il y a vraiment des rabais de fou, je vous conseille de foncer. Okay, c'est-à-dire que quand le consommateur il va voir ses ads, nous, ça ne nous coûte qu'un hook, donc ça va nous coûter à peu près 20 euros par créateur. Mais si tout d'un coup, on a 10, 15, 20 créateurs qui parlent tout d'un coup d'un rabais à un certain moment par rapport à une certaine période de temps, eh ben en fait, les gens, ils ont l'impression que c'est un espèce de flou et que tout le monde en parle. Et boum, ils passent à l'action parce qu'ils se font embarquer dans ce funnel. Et nous, ça ne nous coûte pas trop cher vu qu'on paye juste des hooks. Et qu'on demande juste, bah voilà, tu peux me faire un hook. Et si ça se trouve, la plupart des gens, c'est des créateurs avec qui on travaille souvent. Ils disent, ah, je te fais un hook gratuit. Et tu places juste au début d'une créa ou de 2-3 top créa pour voir un peu comment ça prend. Et des fois, ça fait un effet boule de neige incroyable. Moi, perso, sur 2 events, là, ça a super bien marché. En début d'année, c'est ce que je disais avant par rapport au calendrier marketing. Tu as l'aspect identitaire. C'est-à-dire les gens veulent changer peut-être leur identité. Donc, le fait de parler de changement identitaire, c'est ça. Ça mais tu fais ça, par exemple, avec la Saint-Valentin, tu fais la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la Saint-Valentin, tu as une œuvre de Saint-Valentin, tu as pensé à un truc, et boum. Par exemple, imaginons que tu vends un produit pour hommes. Par exemple, tu vas demander à des créatrices femmes de juste te faire un hook. Et du coup, elles vont faire un hook, et du coup, bah, ça va parler aux hommes parce que c'est la Saint-Valentin, ou je sais pas, trouver une méthode. Mais parce que des fois, les UGC, en tout cas, moi, perso, je trouve qu'ils deviennent assez chers. Je trouve que 200, 300, des fois, il y en a qui demandent 400 euros pour une vidéo. Je dis, bon, c'est quand même un budget, quoi. Ouais. Surtout que les B-rolls, on peut les réutiliser, mais les A-rolls, des fois, si on ne vise pas juste, bah, c'est juste une créa qui tombe aux oubliettes, qui a quand même coûté pas mal d'argent. Donc, en fait, d'aller chercher juste des hooks chez les créateurs, des fois, ça peut être aussi des très bons résultats. Donc, voilà 100%. Un peu. Ouais, super pépite. Est-ce que sur 2026, ta strat, c'est faire beaucoup de gifting aussi? Tu as déjà fait cette strat? Gifting, franchement, je me suis pas plongé là-dedans. Je fais pas mal de partnership ads. Ok, nice. Mais, ça marche bien? Ouais, ça marche super bien. Franchement, ça marche trop bien. Je suis grave content. D'ailleurs, c'est une stratégie que j'ai entendue dans le podcast, donc merci les gars. Et du coup, j'ai mis direct en place parce qu'en fait, ce qui est intéressant, après j'arrête, mais c'est que je pense qu'aussi un truc qui fait la réussite des gens, c'est cet esprit d'aimer tester des choses. Un peu cet esprit scientifique. Ok, tac, j'ai entendu parler du partnership ads. Ok, je vais le tester sur ma brand, je vais voir. Ok, j'ai entendu parler des VSL. Ok, peut-être c'est pas parfait pour mon produit, mais je vais voir, je vais tester. Et en fait, juste de tester plein de trucs, ça fait que finalement, on a des résultats. Et puis le gifting, oui, c'est un truc que j'aimerais mettre en place. TikTok Shop. Et du coup, tu auras plein de hooks for free. Mais TikTok Shop en France, je veux mettre en place. Mais là, je suis dans tous les trucs admin. Donc, je suis dans tout ce qui est ouvert. C'est pas si en Europe, c'est pas si... Enfin, ça te fait une créative usine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. C'est ça l'idée. Après, là, je parlais avec une agence TikTok Shop en France. Voilà, ils te parlent de leur top brand qui fait 200K par mois, quoi. Ouais, donc, c'est les tops. Voilà, c'est les tops. Si tu regardes sur Calodata, c'est le top. Max. Après, en vrai, si tu fais déjà 600, 700K par mois et que tu rajoutes 200K de TikTok Shop, c'est sympa. Surtout que ça crée un écosystème. Et puis, si tu délègues bien. Tout ça alimente, tu vois. Sûr. À voir. Moi, je suis en train de penser à tout ça, quoi. Une petite application banger qui s'appelle Notebook LLM. Donc, vous pouvez l'installer sur iPhone. Non, elle s'appelle Notebook LM. Et tu peux venir, en fait, mettre des PDF. Donc, tu peux installer tous tes livres sur ZK Librairie ou Océane PDF. Et tu viens mettre ton livre et tu peux créer un résumé audio. Tu peux choisir la longueur de l'audio. Et tu peux aussi demander à l'IA qui te parle que d'un sujet. Par exemple, tu mets Breakthrough Advertising et tu me dis, OK, donne-moi juste le résumé de ce chapitre-là. Et il te le donne et ça te fait vraiment un podcast audio. Et il y a 2 personnes qui parlent et vraiment le rendu, il est magnifique. C'est pas vrai. Et même la version US, en fait, tu peux rentrer dans le podcast et parler avec eux. Et ils te parlent vraiment, c'est banger. Et après, tu as aussi une option à gauche où tu peux écrire et avec l'IA et te répondre. C'est un peu en mode ChatGPT. Et tu as aussi une option présentation où tu presses dessus et ça te fait une présentation avec plein de slides ultra bien fait, pas en mode ChatGPT, vraiment mieux. Par exemple, j'ai fait avec Réfléchissez et devenez riche. J'ai une présentation parfaite avec le plan à suivre et tout et c'est vraiment banger.
Donc, super bonne app. Ça, tu peux mettre les podcasts? Nos podcasts? Comment ça? Nos podcasts à nous, est-ce que tu peux mettre sur l'app et ça nous fait un résumé? En gros, oui, parce que tu peux demander à ChatGPT de transcrire nos podcasts en texte. Le texte, tu le mets sur l'app et tu peux. On peut Mais rentrer. tu peux rentrer aussi plusieurs livres par chat et ensuite demander à ChatGPT, demander à cette application. Mais tu peux rentrer dans le podcast. Genre, Tu quand peux les gens rentrer, ils ça, parlent c'est du la truc. version US. Je sais pas comment il a fait, C'est mais exceptionnel. les potes aux US, ils le font. Et même les schémas graphiques qui sont. Tu peux aussi mettre vidéo YouTube, du coup. C'est fait par Google. Donc, Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on va arriver dans une époque où maintenant il y a des gens, par exemple, je sais pas, des chefs de guerre historiques. On pourra en fait aller parler avec eux, genre, tu vois. Tellement il y aura il y a de data sur et tout. En fait, tu pourras avoir une conversation tu peux avec le dire, ça. Napoléon. Tu Ouais. vois. Mais sinon, en Value Ecom, là, je suis sur la brand principale. J'ai 2 strates d'acquisition. On a un produit où on vend un Discovery Kit et on a le produit principal. Ceux qui commandent le Discovery Kit, ils reçoivent un QR code et ils sont redirigés sur une LP où ils ont une offre banger. Et ils peuvent choisir vraiment encore plus spécifiquement le produit qu'ils veulent. Vu que le produit il est de très bonne qualité, tout le monde, les gens ils vont commander. Et ils ont une réduction. Et ceux qui commandent le vrai produit, le grand produit, ils reçoivent le produit aussi et il y a aussi QR code. Et autre aussi des façons, pas que QR code, mais il y a une autre façon qu'en fait ils arrivent sur une LP où ils doivent se montrer en train de déballer le produit et ils reçoivent aussi un code promo si ils se filment en utilisant le produit. Vu que c'est un produit de très haute qualité, j'ai passé beaucoup de temps sur la production du produit, je vais avoir énormément de b-roll. Donc ça, c'est petite value, 2 strats d'acquisition différentes que la plupart des gens. Et pour le Discovery Kit, vous pouvez voir sur les Spy Tools, où était Discovery Kit, et vous pouvez trouver les grosses brands qui font aussi ça et vous inspirer. Bon, moi, je vais faire une dernière petite value assez courte parce que là, on est pressé par le temps. Un truc qui marche terriblement, surtout avec Andromeda, c'est de faire des ads très précises pour un avatar très précis. En gros, de faire une ads pour lui. Le principe, il est simple. Tu as un avatar qui est précis, que tu as vu en Deep Search, que tu vois même avec Reddit manuellement, comme tu as expliqué, qui est très très puissant. Donc, tu vas sur Reddit, par exemple. Tu tapes un domaine assez niché. Okay, par exemple, tu vas venir taper, je sais pas, acné. Okay, tape acné et tu vas venir trouver quelqu'un qui raconte une histoire. Et une histoire aussi qu'il y a beaucoup de partages, beaucoup de gens qui répondent à ce Reddit. Ça veut dire que techniquement, s'il y a beaucoup de personnes qui réagissent, ça veut dire qu'en fait, ils sont dans la même situation. Donc, ça veut dire que cette personne-là, elle va expliquer son problème, elle va expliquer comment elle le perçoit, elle va expliquer des moments de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, tu vas faire une ads spécifiquement pour cette fille. Et même encore, ce que tu peux faire, c'est que tu cliques sur son profil et tu vas venir regarder qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Ok, peut-être que le soir, elle fait des promenades, peut-être qu'elle va souvent en discothèque. Genre, bref, je sais pas, discothèque en boîte de nuit. On lock peut-être. Je sais pas pourquoi je sens ça. Et en fait, vraiment, tu vas venir regarder, tu vas venir voir comment elle parle, voir comment les gens qui commentent parlent, et tu vas faire une ads exprès pour cette personne-là, de manière très très précise. On appelle ça, nous on l'appelle en procès interne persona target, et le résultat, il est juste insane. Parce que les ROAS vont être insolents, parce qu'en fait, quand cette personne-là va voir, ça va être tellement fait pour elle que ça va captiver l'attention. Tu vas lui montrer exactement sa vie, tu vas lui montrer son problème, tu vas montrer les mots qu'elle utilise, et ensuite, tu vas introduire ton produit adapté à son désir qu'elle savait même pas que c'était ça. Tu vois, par exemple, elle va dire qu'elle voulait plus d'acné parce qu'elle en a marre d'utiliser des solutions de médicaments et qu'elle en a marre d'avoir de l'acné, mais ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle en a marre parce qu'elle veut se sentir plus belle. Et sentir plus belle, c'est peut-être plaire à un homme. Donc en fait, dans ton ads, elle ne l'aura pas dit, mais toi, tu vas mettre, ok, ça gomme grâce à ton produit, les hommes, ils la regardent, ça va appliquer émotionnel et c'est banger. Et en fait, les footages qu'on va utiliser, ça va être des moments de vie et des preuves que ce qu'on dit dans le script, ça marche. Par exemple, on va dire que ça enlève l'acné en une nuit, et ben on va montrer le produit, et on va montrer le lendemain, il n'y a plus d'acné. C'est une preuve. Et on va appliquer comme ça des pics émotionnels avec les b-rolls, mais il faut connaître cet avatar très précis. Et ça, c'est juste banger. Et ça, pour se faire, simplement, sur Reddit, on passe un peu de temps, on map, et on applique les procès de créa qu'on a expliqué dans tous les derniers podcasts, et c'est bon, banger. Incroyable. 100%. Pour moi, ça, c'est vraiment Strat 2026. Identification ultra sniper. Même Hormozy, il en parle dans sa dernière vidéo. Il a parlé pendant 10 minutes juste d'ads et il disait exactement ça.
Ok, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, Ça me fait plaisir qu'Hormozy regarde mes vidéos. Allez, c'était Master. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-nous savoir tout ce que vous avez pensé. C'est important, on lit vos feedbacks et on améliore selon vos feedbacks. Donc, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir sinon, donnez de la force. C'était Mathéo, Nico et Mr. Gabor. À bientôt. à bientôt. Ciao les gars.